multiplication des conflits à travers le monde, violation répétée du droit international, échec de la diplomatie sur de très nombreux dossiers, remise en cause de l'ordre mondial tel qu'il existe depuis 1945. Ces dernières années, notre monde semble plus chaotique, plus dangereux. Les dirigeants prédateurs ne cachent plus leurs ambitions. Et dans nombre de conflits, c'est la loi du plus fort qui l'emporte sur des tentatives de médiations infructueuses, parfois depuis plusieurs décennies. Alors vit-on une nouvelle ère des relations internationales? Comment expliquer le climat actuel? Quelle responsabilité aussi du gendarme du monde, les États-Unis, sous la présidence en l'occurrence de Donald Trump? On en parle ce soir avec notre invité, l'historien Florian Louis, docteur à l'EHSS, membre du groupe d'études géopolitiques et de la rédaction du Grand Continent, auteur de nombreux ouvrages. Dernière en date, l'année 1904, genèse du XXe siècle. Bonsoir Florian Louis, merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur France 24. On a effectivement le sentiment de vivre une période très violente avec, je le disais, la multiplication des conflits, des invasions, la remise en cause aussi des frontières, le règlement de nombreux litiges par la force. Vous parlez vous-même d'un réveil planétaire des appétits territoriaux. Il y a effectivement une accélération réelle ces dernières années. Alors effectivement, ce n'est pas qu'une impression, c'est une réalité. Depuis quelques années, on assiste à une multiplication des affrontements violents, qu'ils soient d'ailleurs ou intranationaux. On est dans un monde qui est effectivement moins stable, moins sûr qu'il ne l'a été pendant longtemps. Par contre, ce qui est important de tout de suite noter et souligner, c'est que ce qui est exceptionnel, c'est plutôt la période qui a précédé. En gros, de la fin de la guerre froide à la fin des années 2010, il faudrait voir quand est-ce qu'on situe la fin exactement, mais cette période, effectivement, où on a eu un relatif, il y a évidemment énormément d'exceptions, mais un relatif apaisement des relations internationales, un relatif reflux des guerres, une augmentation de la prospérité économique et sociale. Et ça, c'était plutôt une période très exceptionnelle. Et ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est certes un retour en arrière, mais donc aussi un retour presque à la normale, si j'ose dire, en tout cas à quelque chose qui, sur la longue durée, est plus normal que la période, finalement, que rétrospectivement, on regarde avec regret qu'on a connue précédemment. Alors, un certain nombre de dirigeants, on pense notamment à Vladimir Poutine en Ukraine, à Benyamin Netanyahou à Gaza, font fi du droit international, semblent même inarrêtables. Pour beaucoup, leurs desseins sont pourtant connus depuis longtemps, mais là, ils passent à l'action. Qu'est-ce qui les désinhibe ? Alors effectivement, il y a une forme de désinhibition. On voit bien qu'un grand nombre de dirigeants internationaux n'hésitent plus à recourir à la force parce que, eh bien, il y a un effet boule de neige, un effet d'entraînement. C'est-à-dire que dès lors que l'un le fait et que ça suscite finalement des réactions, mais des réactions qui ne sont pas de nature à l'arrêter, eh bien, un autre va l'imiter. Et puis quand il y en a deux, il y en a d'autant plus qui vont se dire si ils peuvent le faire, pourquoi pas moi. Alors évidemment, il est toujours difficile de désigner, de dire qui est le premier qui a franchi le pas. Évidemment, on pense à l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine, mais évidemment, Poutine et d'autres diront oui, mais les États-Unis en envahissant l'Irak en 2003, et voilà, il est très difficile et on ne va pas ici départager, on va dire qui le premier a mis le doigt dans cet engrenage. Mais il y a cette logique d'engrenage qui est dangereuse dans laquelle on est entraîné aujourd'hui, où effectivement la désinhibition se propage à mesure que les exemples se multiplient, parfois avec succès, en tout cas à court terme. Je pense notamment à l'offensive tous azimuts qu'a lancé Benyamin Netanyahou et qui pour l'instant lui a permis d'éliminer, en tout cas d'affaiblir largement un certain nombre de ses ennemis régionaux. Alors il faudra voir à long terme parce que... Sachant qu'il repousse à chaque fois les limites de sa guerre. Faire la guerre, c'est une chose, mais il y a un moment il faut aussi faire la paix et c'est à ce moment-là qu'on verra vraiment le bilan de la chose. Mais effectivement, tout ça ne peut que susciter des inquiétudes pour beaucoup d'entre nous, mais aussi des idées, des imitations chez un certain nombre de chefs d'État qui se disent que le moment est venu. Et vous l'avez dit aussi dans votre introduction, l'autre cause de tout cela, c'est la tendance au retrait, en tout cas à l'hésitation au sommet des États-Unis qui, bien que personne ne leur avait demandé, c'était, comme vous l'avez dit, de fait imposé en gendarme du monde. Quel rôle ont les États-Unis dans ce chaos actuel, si on peut l'appeler un chaos, en tout cas de la présidence Trump? C'est lui aussi qui participe à cet engrenage que vous décrivez? Oui, et pour deux raisons. Si je veux dire, une qui me paraît critiquable et condamnable, une autre qui est plus compréhensible, mais qui a des effets collatéraux négatifs. Alors, celle qui est critiquable et condamnable, c'est son style assez peu conventionnel et outrancier, insultant parfois, qui...
tout simplement, là encore, désinhibe. On a quand même le président de la première puissance mondiale qui se permet des commentaires et parfois des actions. On a vu par exemple le bombardement d'un navire accusé de transporter de la drogue au large du Venezuela ces derniers jours, totalement inédit. Donc on envoie des moyens militaires contre le trafic de drogue, ce qui ne se faisait pas évidemment auparavant. Bon, il y a tous ces exemples que lui-même donne qui désinhibent les autres. Et puis il y a ce que je disais qui peut être plus compréhensible, en tout cas dont on peut discuter, qui est sa tendance, même s'il y a des exceptions, mais à l'isolationnisme entre guillemets, en tout cas au repli intérieur, à éviter justement d'intervenir partout dans le monde, qui de fait envoie un signal aux autres puissances en disant avant il y avait un gendarme qui était prêt à intervenir, ou en tout cas qui menaçait d'intervenir si on bougeait un petit doigt. Aujourd'hui on a ce même gendarme qui dit je n'ai plus envie d'intervenir, débrouillez-vous, ça me concerne pas. Et en même temps c'est un peu paradoxal, il se pose dans nombre de conflits comme un faiseur de paix. D'ailleurs il aspire, on le sait, au prix Nobel de la paix. Il souhaite, dit-il, résoudre très très vite un certain nombre de conflits au détriment également du fond, c'est-à-dire que ces accords de paix, s'ils sont effectivement trouvés, ils seront trouvés à la va-vite, donc ils ne seront pas forcément très justes. Et ils ne seront pas forcément, en tout cas, solides. Bon, mais en tout cas, effectivement, c'est pas forcément contradictoire, parce qu'il se veut, pour le coup, un faiseur de paix par la diplomatie, ce qui est très bien, c'est quelqu'un qui veut, effectivement, essayer de trouver, par la diplomatie plutôt que par la guerre, des solutions à un certain nombre de problèmes dans le monde. Comme vous l'avez pointé, il a ce style, là encore, très particulier, qui consiste à aller vite, à avoir des négociations très rapides, au risque de malentendus. Alors, effectivement, le problème, c'est que souvent, soit ça ne marche pas du tout, c'est ce qui se passe pour l'instant en Ukraine ou ce qui se passe à Gaza, soit ça fonctionne, mais pas durablement. On se souvient de ce qui a été, malgré tout, l'un des grands succès diplomatiques de son premier mandat, les accords d'Abraham, qui avaient normalisé les relations entre Israël et un certain nombre de ses voisins arabes. Mais ces accords, bien évidemment, ont pris beaucoup de plomb dans l'aile du fait du retour de la question palestinienne, qui avait justement été laissé de côté pour arriver à ces accords. Donc effectivement, ce sont des accords qui sont souvent fragiles. Bon, ceci dit, encore, il faut être mesuré, c'est toujours mieux que rien, mais effectivement, son style, il a ses avantages et ses inconvénients. Il peut parfois, effectivement, débloquer des situations, aboutir à des rapprochements assez inattendus en très peu de temps, et donc c'est plutôt, malgré tout, louable. Mais on voit que souvent, tout ça repose sur du sable, et c'est évidemment plus problématique. Alors, au sujet de la remise en cause des frontières, vous avez voulu revoir des images d'archives de la conférence de San Francisco. C'était en 1945, donc des archives que vous avez sélectionnées à ma demande. Une conférence qui avait gravé dans le marbre certains principes internationaux qui sont aujourd'hui remis en cause, pour revenir à notre discussion. Oui, tout à fait. Donc, ces images qui nous rappellent le climat au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, de coordination internationale, même si une large partie du monde à cette date-là n'était pas encore décolonisée, donc pas représentée en tant que telle à ce qui est créé à ce moment-là à San Francisco, à savoir l'Organisation des Nations Unies. Mais de fait, cette Organisation des Nations Unies, eh bien, c'est celle qui, jusqu'à présent, tant bien que mal, a ordonné les relations internationales et qui se trouve aujourd'hui remise en cause, pas forcément en tant que telle. C'est ce qui est intéressant. J'ai été frappé il y a maintenant une dizaine de jours. C'est tenu à Tianjin la conférence de l'Organisation de la coopération de Shanghai, qui a vu se réunir un peu l'international du Sud global, qui conteste la domination occidentale. Et ce qui est intéressant dans la déclaration qui a été faite, c'est qu'ils ne dénoncent pas l'ONU. Au contraire, toute leur récrimination à l'encontre des Occidentaux se fait au nom d'une volonté, disent-ils en tout cas, d'avoir une réforme et une véritable application des règles de l'ONU. Ce qui fait qu'on est à un moment assez difficile à saisir finalement, où on a l'impression, et parfois c'est pas qu'une impression, c'est un fait, que les règles onusiennes, les règles du droit international sont de plus en plus bafouées, mais en même temps, y compris de la part de ceux-là même qui les bafouent, il y a un héritage commun qui est revendiqué, l'idée que malgré tout, il faut aller vers un ordre international, simplement un ordre qui serait plus égalitaire, plus multipolaire, et donc on est aujourd'hui, là encore, c'est le côté très ambigu du moment que l'on vit. C'est-à-dire qu'en soi, défendre la multipolarité, personne ne peut être contre, sauf que effectivement, quand on la défend tout en menant des actions, par exemple Vladimir Poutine qui était présent à Tianjin, qui elles-mêmes sont en violation du droit international qu'il prétend pourtant, avec ses alliés chinois notamment, donc à Tianjin, rénover, c'est évidemment un deux poids deux mesures qu'il est le premier à condamner chez les autres, mais qu'il pratique lui aussi. Donc on voit que cet héritage, il est aujourd'hui vraiment au cœur du débat international. L'Occident a toujours été faible face aux prédateurs
de la communauté internationale? Non, d'abord il faut quand même rappeler les choses. L'Occident a été l'un des plus grands prédateurs dans l'histoire internationale, donc il faut bien sûr décentrer notre regard. L'Occident n'a pas de leçon de prédation ou d'anti-prédation à donner à qui que ce soit. L'Occident n'est pas meilleur que les autres. Il est, historiquement, il a été au contraire plutôt ferme, en tout cas contre certains prédateurs, ceux dont il estimait, alors encore c'est très compliqué de parler de l'Occident. Il y a quand même des périodes où il y a eu un aveuglement, on pense notamment à l'avènement d'Adolf Hitler. Oui, alors là, bon, on est quand même beaucoup plus tôt, mais pour le coup, Adolf Hitler, là, pour le coup, on est un prédateur qui vient de l'intérieur de l'Occident, donc c'était, et qui le fracture par certains aspects. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a, si ce n'est une faiblesse, une forme de paralysie, une forme d'hésitation. Hein. On a déjà du mal à se mettre d'accord, effectivement, sur le diagnostic. Et le vrai problème, là, pour le coup, ça renvoie un peu à ce que vous évoquez, mais qui est assez classique, c'est que, justement, l'Occident, c'est une expression, c'est une réalité, mais c'est pas un bloc unifié. Et qu'aujourd'hui, on voit très bien que parmi les Occidentaux eux-mêmes, il y a... Et on est 27. Des chefs... Alors, si on prend là, pour le coup, que les Européens, mais si on prend les Occidentaux, ça inclut les États-Unis. Et donc, on a Donald Trump, qui, par certains aspects, est lui-même un prédateur qui est dans la bergerie, si j'ose dire. Donc, il y a ces divisions qui empêchent d'agir parce qu'effectivement, sans être tous d'accord, il est difficile de décider d'une position commune. Le fait d'avoir un certain nombre de dirigeants, disons, irrationnels ou imprévisibles, justement comme Donald Trump, c'est symptomatique de notre époque? Alors, irrationnel, là encore, c'est compliqué à dire. Hein. C'est subjectif. C'est subjectif, voilà. Effectivement, on a en tout cas des dirigeants qui sont de plus en plus... Et qui changent aussi d'avis. Je pense à Javier Milei, à Nayib Bukele ou à Donald Trump, qui, dans leur style, cassent les codes. J'en parlais tout à l'heure, sans doute parce qu'ils ont compris que c'est un des moyens, malgré tout, de séduire des pans importants de l'opinion publique. Après, on peut se rassurer un tout petit peu, justement, en voyant que dans leur style, dans leur expression, ils semblent irrationnels. Dans leurs actions, ils prennent des décisions souvent radicales, qu'on peut désapprouver ou approuver, mais qui ne sont pas irrationnel à proprement parler. Il y a une logique qui s'en explique et elle est compréhensible. Une fois de plus, on peut l'accepter ou pas, mais je ne dirais pas qu'ils sont irrationnels. Aujourd'hui, on a assez peu de dirigeants justement qui donnent cette impression d'irrationalité. Simplement, on a des dirigeants qui donnent une impression parfois effectivement d'improvisation, de contradiction. C'est le cas de Donald Trump. Donc, ils changent de rationalité. Ils ont une rationalité fluctuante. On voit derrière vous donc des images du sommet de l'organisation de coopération de Shanghai, donc qui s'est tenu il y a une dizaine de jours à Tianjin. Pour revenir sur cet événement, l'instabilité actuelle qu'on décrit est également due au fait que les alliances de pays ayant les mêmes intérêts sont plus fluctuantes que jadis, c'est-à-dire que les alliances se font et se défont au gré des humeurs et des dossiers? Oui, là pour le coup on en est un très bon exemple à Tianjin, puisque ça a réuni l'Inde et le Pakistan, indien, la Chine. Tout à fait, Narendra Modi s'est rendu là et s'est affiché bien volontairement face aux caméras, tout sourire avec Vladimir Poutine et surtout avec Xi Jinping, alors que les relations sino-indiennes sont plutôt exécrables ces dernières années et que l'Inde était la pièce maîtresse du dispositif américain d'endiguement de la Chine en Asie. Sauf que quelques semaines avant le sommet de Tianjin, Donald Trump a imposé des surtaxes très importantes sur les tarifs douaniers à l'Inde, à qui il reprochait d'acheter du pétrole à la Russie. Et donc aujourd'hui, beaucoup d'analystes, effectivement, trouvent un peu irrationnelle, pour le coup, l'attitude de Donald Trump, qui en quelques semaines, et par des décisions peut-être un peu inconsidérées, a fait tourner le dos aux États-Unis, à l'Inde, qui est un allié très important pour eux, dans ce que Donald Trump lui-même reconnaît comme étant le principal défi pour les États-Unis au XXIe siècle, à savoir la contention de la Chine. Or, il a tendance aujourd'hui effectivement à jeter Modi dans les bras de Xi Jinping, donc ce qui est effectivement assez étrange. Et donc, vous avez raison, de ce point de vue-là, c'est un exemple, on pourra en développer bien d'autres. On a des alliances très fluctuantes, mais c'est normal, parce qu'on a un monde qui est beaucoup plus instable, beaucoup plus fluctuant, et donc chacun, au gré de l'évolution du rapport de force et des enjeux du moment, va se rattacher aux uns aux autres. Ce qui est sûr, c'est qu'on est vraiment dans une période, effectivement, de bouleversement de l'ordre international, que ça se traduit, on l'a dit, par une forme d'affaiblissement aussi de la diplomatie. Oui, clairement, par une forme de brutalisation, mais si on veut être un peu optimiste, je ne sais pas, mais on est dans un moment de redéfinition. De ce qu'il en sortira, on ne peut pas encore préjuger ce qu'il en sera. En ce moment, effectivement, c'est plutôt négatif parce que les plaques tectoniques de la diplomatie bougent et ça crée des tremblements de terre qui font des victimes. Mais voilà, on ne peut pas vraiment préjuger du nouvel ordre. Une fois de plus, il faut aussi être capable, nous occidentaux, de décentrer notre regard, de comprendre qu'effectivement, le monde que l'on est en train de quitter est un monde dans lequel nous, occidentaux, occupions une position favorable. Donc pour nous, et de notre point de vue, c'est inquiétant et c'est menaçant
que les choses changent, mais il faut aussi accepter que le monde n'a pas vocation à être occidental et qu'il faut aussi écouter les critiques qui nous sont adressées et être capable de participer à une réforme des institutions internationales, d'essayer justement par la diplomatie de trouver des solutions qui évitent qu'on en arrive à la brutalisation dont on parle. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais il ne faut pas désespérer. Petit retour en arrière sur l'histoire. Vous publiez en cette rentrée aux éditions PUF l'année 1904, jeunesse du XXe siècle. Vous voyez donc cette année 1904 comme le point de départ de certaines dynamiques qui ont été donc ensuite motrices durant tout le siècle, et notamment cette déseuropéanisation du monde. Oui, ça fait écho exactement à ce que je disais. C'est-à-dire qu'en fait, l'année 1904, il s'est passé un certain nombre d'événements importants cette année-là, mais parmi eux, il y a eu la guerre russo-japonaise, donc qui était par certains aspects la première guerre mondiale, qu'on a là encore par occidentalocentrisme un peu oublié. Aujourd'hui, ça ne dit pas grand-chose à grand monde, la guerre russo-japonaise. Et pourtant, ça a été une immense guerre qui a duré des mois, simplement pour nous occidentaux, aller passer un peu à l'arrière-plan des deux guerres mondiales qui ont suivi. Et parmi les choses intéressantes quand on étudie cette guerre, c'est qu'elle a été remportée par le Japon, qui à l'époque donc était le premier pays depuis fort longtemps qui a été capable d'infliger une défaite militaire dans une guerre de longue durée, une guerre moderne, à une puissance, la Russie, qui était assimilée justement à l'Occident. Et ça a été vécu comme tel à l'époque, c'est-à-dire que dans l'ensemble du monde afro-asiatique et latino, bref, dans l'ensemble du monde dominé par l'Occident, cette victoire japonaise, elle a été interprétée comme le début de la fin de la domination de l'Europe, comme le début d'un rééquilibrage de l'ordre international, ce qui est exactement ce dont on parle encore aujourd'hui. Voilà, c'est un processus de temps long. J'allais y venir. Ce processus donc est en train de s'achever au XXIe siècle. En tout cas, la dynamique est toujours en cours. Alors justement, on pouvait penser qu'il s'achèverait plus vite. On voit que ça prend du temps. Il y a en tout cas un rééquilibrage progressif qui s'est fait au XXe siècle, d'abord par la démographie, évidemment. L'Europe, au début du XXe siècle, en 1904, c'est un être humain sur 4. Aujourd'hui, c'est à peine un être humain sur 10. Donc, par le simple jeu déjà de la démographie, effectivement, le poids et l'influence de l'Europe n'a fait que reculer. Et aujourd'hui, effectivement, on est toujours dans cette dynamique de déplacement du centre de gravité du monde vers des régions non européennes. Et surtout, aujourd'hui, c'est ce qui est nouveau, non occidental. Parce que la déseuropéanisation du monde que j'étudie en 1904, elle est, si j'ose dire, un peu masquée par l'occidentalisation, dans le sens où les États-Unis sont l'une de ces grandes puissances qui émergent à ce moment-là, et qui donc offrent finalement une forme de prolongement posthume à la domination européenne. Aujourd'hui, on assiste vraiment à l'enclenchement d'un processus de désoccidentalisation. C'est-à-dire que non seulement les Européens, mais aussi les États-Unis sont de plus en plus éloignés du centre de gravité. Alors les États-Unis ont encore de beaux restes, mais on voit que leur position, malgré tout, est en train de reculer. Et comment est-ce que l'Europe et l'Occident pourraient répondre à ce phénomène que vous décrivez? Comme je le disais tout à l'heure, d'une certaine façon, en acceptant l'idée que nous sommes les Occidentaux et a fortiori les Européens. Et pour éviter un déclassement, disons. Une minorité, mais justement, il ne faut pas le vivre comme un déclassement. Il faut le vivre comme simplement l'occasion de se mettre autour d'une table. Et une baisse de l'influence de l'Europe sur la scène internationale, ça reste quand même un déclassement. L'influence, c'est pas la puissance, d'accord? C'est pas parce qu'on est moins puissant qu'on n'est plus des prédateurs, qu'on n'est pas capable d'être influent par d'autres manières. Il faut simplement être capable justement d'écouter les revendications du reste du monde, de se mettre autour d'une table et d'essayer, effectivement, puisque c'est ce qu'on nous demande, de réformer les institutions internationales dans un sens qui soit plus égalitaire et qui soit surtout gagnant-gagnant. C'est tout à fait possible. Je pense qu'il ne faut pas, effectivement, si on part du principe qu'il y aura des perdants et il y aura des gagnants, c'est embêtant, surtout si on estime qu'on va être parmi les perdants. Je pense qu'il est possible d'aller vers des réformes de l'Organisation des Nations Unies notamment par exemple un élargissement du Conseil de sécurité qui permettrait de ménager les intérêts de chacun. Évidemment, il n'y aura jamais de solution idéale, il n'y en avait pas hier, il n'y a jamais eu de situation parfaite, il n'y en aura pas demain, mais il faut, si j'ose dire, essayer de sortir de l'ornière dans laquelle on est aujourd'hui, c'est-à-dire que cette contestation de l'ordre international tel qu'il est se traduit par des brutalités. Il faut essayer de ramener cela sur le terrain de la discussion, de la diplomatie, et il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas de cette manière-là des solutions. C'est ce qu'on a fait à San Francisco. Malheureusement, à San Francisco, il a fallu la Seconde Guerre mondiale et ces millions de morts pour qu'on se mette autour d'une table et qu'on trouve des solutions. Espérons qu'aujourd'hui, justement, on soit suffisamment instruit de ce passé. C'est l'un des objets de mon livre, justement. Instruit de ce passé pour être capable de construire un futur sans passer par une nouvelle guerre mondiale. Merci beaucoup Florian Louis d'avoir répondu à nos questions ce soir dans Au cœur de l'info. C'est la fin de cet entretien qui est à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux.